cette conférence a été organisée dans le cadre de toutes les conférences qui ont été faites autour de l'exposition que vous avez vue en haut. En fait, je vous laisse la parole. Merci. C'est pas intéressant. Bonjour à tous, merci d'être présents ce soir. C'est notre deuxième conférence sur la cartographie des ressources. On a déjà fait une dans le cadre des journées d'architecture. C'est toujours l'occasion un peu de faire un peu le point sur tout ce qui est un peu le travail de la frugalité. Je me présente, moi je m'appelle Gilles Meyer. On fait partie de l'agence Mecker Architecte. On est deux sur Strasbourg. On est investi quasiment depuis le début dans le groupe frugalité au niveau de l'Alsace. Du coup, on a créé un petit groupe, depuis un peu la crise sanitaire, on a créé un petit groupe au niveau strasbourgeois et au niveau, on va dire, du territoire entre Rossheim, on va dire, et les Vosges du Nord. On a un coup pour essayer de se voir régulièrement. Du coup, on est un peu avec Albert qui est là, qui fait partie de AMI Architecte. On est un petit peu, on va dire, et avec Émilie Despierres, qui fait partie de l'AMA. On est un peu, on va dire, le nerf de ce petit sous-groupe qu'on essaye d'animer et qu'on développe justement la cartographie des ressources de manière plus ou moins régulière. Voilà, c'est un travail un peu long et fastidieux, mais aussi bénévole. Si tu veux dire quelque chose sur comme a dit Gilles, je suis aussi architecte. On essaie de se voir régulièrement parce que l'inertie d'un groupe plus grand à l'échelle de l'Alsace est plus difficile à animer. Donc voilà, on essaie d'avoir des échanges réguliers et puis d'organiser ces visites. Ça, on va vous expliquer plus en détail avec les diapos. Donc du coup, maintenant depuis 4 ans, on va dire, on fait partie un peu de ce groupe qui venait du coup en fait de 3 personnes un petit peu, on va dire, connues qui ont voulu créer un manifeste qui s'est transformé en mouvement autour justement de cette thématique. Ils ont essayé d'avoir des mots forts en fait qui aujourd'hui est un peu utilisé à tout va avec la frugalité. Donc la frugalité c'était plus par rapport la tendance, c'était vraiment l'idée de la récolte, de l'utilisation du fruit et de la bonne récolte, en fait d'utiliser les matières qui étaient sur place et un côté un peu pour éviter d'utiliser notre sobriété qui était un peu galvaudée. Et du coup c'est vraiment d'un équilibre global en fait à l'échelle de notre travail du quotidien, que ce soit des archis ou des ingénieurs ou des paysagistes, et enfin bref, tout le panel autour du bâtiment, et qu'on ait une réflexion complètement différente. Et du coup, ils avaient vraiment un peu un ras-le-bol du général, et du coup est né ce groupe, qui devient du coup ce mouvement, et qui du coup se territorialise un petit peu à l'échelle de différents groupes, en fait, à l'échelle de la France, mais aussi finalement européen, et même mondial, puisqu'il y a aussi des gens de Taïwan et autres qui participent. Et du coup, chaque groupe de chaque région développe finalement des thématiques diverses et variées. Nous, ici, on a essayé de se centraliser en grande partie du coup, sur cette cartographie des ressources, parce que c'est quelque chose qu'on se ressentait un besoin, et peut-être ça faisait aussi partie de des valeurs qu'on défendait au sein des agences. Et du coup, on avait envie de développer en fait ça et de comprendre mieux notre territoire et les matières qu'on utilise. Du coup là, si jamais, nous on va vous présenter plus le travail sur le territoire alsacien, mais en fait il y a une carte, on va dire nationale qui existe, qui est accessible sur le site web qui est indiqué sur le pied de carte là. C'est la carte aux frugalités. Donc là en fait vous répertoriez finalement toutes les ressources locales. Finalement, voilà, après nous on s'est aussi, je ne l'ai pas dit, mais on s'est maintenu à rester sur le côté ressources, qui n'est pas discutable. On n'est pas allé au-delà, on n'a pas parlé des entreprises, on n'a pas parlé de projets emblématiques pour justement éviter d'avoir des discussions. Donc là, en fait, en travaillant que sur la ressource, ça devient presque pas discutable en fait. Voilà. Donc du coup, nous, on est resté sur cette thématique-là, mais là, par exemple, sur cette carte nationale, vous allez retrouver peut-être d'autres thématiques qui peuvent être justement un bâtiment, une entreprise ou autres qui sont porteurs. Et du coup, tous ces points, normalement, sont validés aussi par les gens enfin, voilà, il y a un peu de supervision derrière. Voilà. Donc l'idée c'est que ça se globalise en fait. Et que, voilà. Mais après finalement chaque groupe en tant que tel peut le développer de la manière dont il le souhaite. La frugalité c'est aussi quelque chose qui n'est pas uniquement destiné aux architectes, il faut le rappeler, c'est pour les maîtres d'ouvrage, les bureaux d'études, nous les particuliers on va dire, qui sont investis par ces valeurs. Donc c'est quelque chose qu'il faut aussi transmettre autour de soi,
voilà, là on est dans un public peut-être plus averti, professionnel, mais l'objectif c'est que ces manières de faire différentes puissent vraiment diffuser plus largement. C'est important. Et d'ailleurs c'est le cas parce que là, si on regarde un peu le graphique, là, donc les glaneurs et les glaneuses, c'est un peu les gens qui sont finalement adhérents du groupe Fruga. Et on se rend bien compte que là, on a une proportion d'archi qui est autour de 36%. Après, on a un peu de société civile qui fait du coup quasiment, du coup, on est à plus de 50-60%. Et après, derrière, tout le monde est en dessous de 10%. Donc en fait, c'est que le but de la Fruga, c'est quand même que, en tout cas, nous, notre travail quotidien, c'est quand même de le diffuser au maximum, que ce soit au niveau des élus, que ce soit au niveau du particulier ou à tout type. Donc en fait, c'est vraiment important, je pense qu'on arrive à toucher le maximum de public. Et aujourd'hui, on sent que c'est un peu la limite, en fait, toujours du système. Ouais. Donc là, ça précise un petit peu le travail qu'on mène donc localement. Donc, comme Gilles l'a expliqué, notre travail à nous se focalise sur la ressource. L'idée, c'est aussi de ne pas juste répertorier des points sur une carte, parce que pour nous, ça n'a pas vraiment d'intérêt. C'est d'aller visiter ces lieux, de rencontrer les producteurs de matériaux, de comprendre leur process d'extraction, de transformation, de récolte. Et du coup de nouer un dialogue et créer du lien avec ces gens, comprendre leurs problématiques aussi économiques, techniques, et du coup ça permet d'avoir une connaissance plus fine de la ressource et aussi humainement qu'est-ce qui s'organise autour de ces lieux d'exploitation. Donc c'est l'objectif de notre travail qui s'organise autant par un travail en amont, donc on identifie des lieux. Une fois que ces lieux sont identifiés, on cherche des représentants pour pouvoir organiser des visites en petits groupes et on centralise un maximum de données dans une fiche qui sont disponibles, vous pourrez les consulter à l'étage dans le cadre de l'expo, une fiche de synthèse, mais il y a un travail plus large qui est mené pour réaliser cette fiche. Donc, et on travaille du coup sur les 4 filières, les 4 grandes filières qui sont le bois, la pierre, la fibre et la terre. Donc ça, c'est nos 4 chevaux de bataille en fait. Et avec ces 4-là, on essaye de faire des journées de visite en fait, et un peu et d'essayer peut-être de faire des conférences ou des visites thématiques ou même des débats avec différentes personnes, mais dans des journées un peu type en fait. Voilà. Donc pour ceux qui connaissent, il y avait une carte qui avait été développée à l'époque par la Lorraine. Notamment par Studio Lada un petit peu plus, qui avait fait un premier travail avec justement de répertorier leurs différents projets emblématiques et un peu les différentes ressources pour justement voir comment ça rayonne en fait. Et nous en fait on a utilisé cette même base de travail, qui fait que l'idée c'est que justement peut-être à terme on arriverait à faire une carte finalement à l'échelle du Grand Est global. Nous, elle mérite d'être un peu affinée, lui aussi, et en fait, il y a encore le boulot pour que ça donne un peu quelque chose de cohérent, mais en tout cas, on a la même trame, et l'idée, c'est vraiment de l'élargir vraiment à nos 2 territoires. Et du coup, dans le double Bretagne, parce que nous, on va des fois un petit peu dans les Vosges, lui, il est venu un peu dans l'Alsace, du coup, peut-être qu'en mixant tout ça, à un moment donné, on arrivera à se mettre d'accord, et à faire une vraie carte globale. Ce serait un peu l'intérêt et l'enjeu. Donc là, on le voit, en fait, ça, c'est vraiment l'aspect carte pour un peu un répertoire, juste pour donner un peu des points sur une carte. Du coup, on a dit les différentes filières qu'on a dit avant. La pierre, du coup, elle est divisée sur les différents types de pierres. Le calcaire, le grès et le granit qu'on retrouve. Et du coup, à chaque fois, c'est une couleur. Pour le bois, c'est pareil. Ceux qui travaillent plus le résineux, le feuillu ou qui font les deux. De la même manière, on a essayé un peu de... tout ce que vous avez, tous les points que vous avez, on ne les a pas forcément tous visités encore. Mais en tout cas, et des fois il y en a qui travaillent ensemble aussi, on l'a vu, des fois Cyril Weber par exemple va travailler avec Partenaire Bois, enfin bref, il y a des liens qui se créent, du coup indirectement on crée des passerelles en fait entre certains. Donc ça c'est aussi intéressant de voir qu'en fait il y en a certains qui travaillent déjà ensemble. Et du coup on a fait pareil pour la terre et la fibre. Donc la terre, on a du coup la terre crue et la terre cuite. On le verra après un peu avec les fiches. Et Pour l'instant, d'abord au départ, on était vraiment centré sur le bois, un peu la fibre, parce que la fibre aussi, on essaie de la valoriser aussi, que ce soit
dans le champ ou notamment sur le champ, on le voit un petit peu aussi après. Et du coup, c'est quelque chose qui nous intéressait. Du coup, voilà, en tout, on a fait combien de journées de visite? 4-5, je pense, pas plus. Voilà. Donc, il y en a encore à faire. Ouais. Donc, c'est juste pour un peu illustrer un petit peu les différentes fiches synthétiques qu'on crée une fois qu'on a fait les visites. Donc là, c'est juste pour donner un exemple au niveau de la ressource pierre avec la graniterie Petit Jean. Donc là, on a une fiche type. Donc on a essayé de partir sur un canevas classique, voilà, et essayer d'organiser de la même manière pour toutes les fiches, qui permet d'être assez large et en même temps assez accessible à tous en fait, pour que tout le monde puisse comprendre. Donc on a toujours voilà, un petit cours descriptif de l'entreprise, quelques photos, une carte qui situe avec les quelques infos majeures, et puis un peu le process, les produits qu'ils créent. Au départ, on avait aussi un peu indiqué les prix, mais malheureusement, bon, les prix, voilà, aujourd'hui, ça ne sert à rien de les mettre parce qu'ils varient tous les jours. Donc les notions de prix, on les a un peu évacuées pour l'instant, même si voilà, ça fait quand même partie toujours des questions qu'on pose quand on visite. Mais aujourd'hui, ils sont tellement variables que du coup, c'est difficile de... Parce que notre fiche, par exemple, celle-ci, elle a déjà 1 an et demi, et voilà, ce ne serait pas justifié de mettre les prix au mètre carré. Et c'est toujours difficile, en fait, parce que chaque cas est particulier. Donc voilà, ça c'est un petit peu pour la... Donc là, celle-là, on l'avait organisée aussi, du coup, il y avait des maîtres d'ouvrage aussi qui étaient venus, qui étaient dans le secteur. Du coup, c'était assez intéressant en fait de voir parce qu'il y a plein de gens qui habitent, parce que là c'est à Granit Petit Jean, donc qui est juste à l'autorité du col du Bramont, après donc dans les Vosges, mais entre on va dire la partie vallée de Tannes, vallée de Saint-Amarin, toute cette grande vallée là-bas, et en fait on bascule de l'autre côté, on arrive dans les Vosges. Et tous les gens en fait, pour moi travailler en ce moment sur la partie Saint-Amarin, il y a plein de gens qui ne connaissaient pas cette graniterie. Donc c'est assez drôle qu'à un moment donné tu puisses modéliser des gens et aller juste faire visiter une graniterie. Ils se disent, ah tiens, c'est vrai, il y a du granit juste de l'autre côté. Donc voilà, ça c'est aussi vachement intéressant du coup pour nous, mais aussi c'est porteur de sens par rapport au projet qu'on défend. Là, je vous passe. Je sais pas pourquoi il y a la photo. Donc voilà, on apprend un peu à savoir un peu comment ici, qu'est-ce qu'ici, qu'est-ce que ça vaut, qu'est-ce que coûte un trait de scie, enfin bref, quel est l'impact que ça a, et qu'est-ce qu'ils arrivent à faire. Et aussi tout le rebut qu'ils sont en fait, parce qu'ils ont énormément de rebuts, qu'ils ne savent pas quoi en faire, des morceaux de pavé, ils en sortent des tonnes, ils ont plein de, en fait, ils ont plein de matières en fait qu'on pourrait utiliser, même des plaques de granit qui ne savent pas quoi en faire, et du coup c'est juste que tu dis ouais tu vas le réutiliser, mais en fait le problème c'est j'arrive à le chercher parce que ça pèse certainement. Mais en tout cas, en fait, quand tu visites ce genre de choses, tu te rends vite compte qu'il y a des possibles à tous les niveaux en fait. C'est ça, c'est super intéressant. On a des produits qui ne sont pas spécifiquement destinés à l'architecture, donc c'est des graniteries qui fonctionnent, qui arrivent à faire un chiffre d'affaires aussi par rapport à faire d'autres produits. Et puis ça me permet de comprendre aussi un peu, ouais, parce que du coup, par exemple, ils ont 2 carrières, voilà, on ne peut pas le savoir. Par exemple, ils présentent tous ces échantillons de couleurs de granit et tu ne sais pas d'où ils viennent. Du coup, là, tu comprends d'où vient la filière, tu visites la carrière. Et je trouve que ça donne du sens en fait, parce que du coup, quand tu l'utilises, tu sais pourquoi tu l'utilises, pour quelle raison. Également la durée potentielle de ressources encore exploitables sur le site, ce genre de choses, parce que c'est bien d'identifier un lieu, mais si on sait que derrière il y a des années d'exploitation possible, c'est une ressource qui a un avenir, si c'est... Ouais, de la manière dont ils l'extraient, et puis l'évolution aussi qu'ils ont eux par rapport à la manière d'extraire, et du respect finalement de la biodiversité autour. Enfin bref, il y a plein de sujets qui sont abordés, pas forcément seulement leur production en telle, quoi. Voilà. Et du coup là on a l'exemple de Beum. Voilà, pareil, ça c'est une des premières visites qu'on a faites, puisque ça c'est un produit qu'on utilise ultra couramment, et donc du coup on a quand même la chance d'avoir encore un chaud-fournier près de chez nous, donc pour nous c'était aussi important. De petite taille au final, parce que les chaud-fourniers en effet de cette échelle sont de plus en plus rares, donc lui il est local et ils ont une technique de fabrication qui reste très très rudimentaire puisque leurs processus de fabrication sont quasiment les mêmes que ceux qui avaient lieu il y a un siècle. Ils ont gardé l'usine quasiment dans le même état, qui ressemble un peu à une mine fantôme, ouais, c'est assez étrange, mais derrière ils produisent une chaux naturelle de grande qualité. Ouais, c'est super intéressant de comprendre en fait ce que c'est qu'une chaux hydraulique, une chaux aérienne, que voilà, tu sais pas forcément, tu sais pas, voilà. Et ça, tout ça, c'est des choses, on va pas en parler maintenant, mais en tout cas, voilà, ça permet d'ouvrir vraiment l'esprit en fait et de comprendre le process. Je veux le dire pour Non, mais en effet, on pourrait détailler chaque photo, voilà, les choses qu'on découvre lors de la visite, mais
Ici, c'est le foyer, en fait. Donc les pierres sont concassées, elles arrivent du haut de la colline. Elles sont concassées avec un marteau-piqueur, en fait, passe dans une espèce de tamis. Et après, tout ça est mis en chauffe avec un wagonnet là, qui déverse ici. Et en fait, là, en fait, c'est de la coke qui est encore utilisée pour produire la chaleur nécessaire pour transformer le coke. Parce que... Le coke, oui, pardon. Oui. Le coke. Et du coup, ça, c'est vraiment... c'est une technique... c'est une technique... qui... Et après, il y a cette photo qui est assez spectaculaire aussi, puisqu'on découvre en fait la profondeur des réservoirs au niveau du stockage qui est fait en fait de la chaux qui est plus produite. Ouais, c'est ça. Petit mot sur la Terre. Ouais. Bon, la Terre, c'est une ressource qui est encore très peu développée dans notre coin. On a identifié la brique filantaire en terre crue, qui fabrique des briques de petite taille. Des tuiles aussi. Aussi des tuiles. On a fait une autre visite, parce que donc, les visites ne se limitent pas à des ressources forcément, disons qu'à des exploitations de petite taille. On a aussi la volonté de comprendre aussi des processus plus industriels et de voir aussi sur des fabricants de très grande taille comme Wienerberger, comprendre ce qu'ils produisent. Là, donc, eux sont spécialisés en terre cuite, mais on les a justement questionnés aussi sur la terre crue, puisqu'en fait, ils sont en recherche de déboucher aussi sur des débouchés expérimentaux pour le moment, mais d'utiliser leurs tuiles juste séchées dans un processus de construction. Donc là, on peut voir justement sur cette photo la tuile issue juste d'un processus, la brique issue d'un processus de séchage qui n'a pas du tout la même couleur que la brique cuite au four, hein, parce que pour produire la brique de terre cuite, on doit chauffer au gaz à plus de 900 degrés, alors que cette tuile a juste été séchée sur un processus qui dure 24 heures à une température allant pas au-delà de 80-90 degrés, donc les dépenses énergétiques sont beaucoup plus faibles. Et par contre, aujourd'hui, ils n'ont pas d'avis technique, de solutions encore officielles pour l'utiliser, mais en termes de résistance à la compression, la brique est tout autant solide. Voilà. Elle a juste un défaut, c'est que si on la mouille, elle va se déliter. Voilà. Donc ça reste un inconvénient, mais voilà. En fait, en tout cas, ils sont preneurs de solutions. En tout cas, si on cherche à expérimenter avec ce type de tuiles, nous, en tout cas, on s'est rapproché d'eux pour... Oui, parce que du coup, vu que c'est une très grosse entreprise, elle a une force de frappe pour justement faire des recherches, en fait, que n'a pas une petite. Voilà. Et du coup, ça, c'est l'avantage, en fait. Les petits chantiers peuvent être... Si on peut lui donner quelques chantiers tests, en fait, ils sont prêts à essayer de développer des solutions et de développer des choses, et ça, c'est intéressant. Et ce qui est intéressant chez Wienerberger, c'est qu'ils ont leur carrière juste derrière l'usine. Donc, on voit la photo là-bas, sur ma droite. Là, c'est à Betch d'Or, du coup. Hein, voilà. Donc, en fait, ils ont une ressource très importante à 20 mètres de l'usine, quoi. Donc, ramène ça et c'est immédiatement transformé dans le processus. Et une usine comme ça fonctionne avec une dizaine de salariés, même pas. Quoi. Enfin, oui, et puis ils extraient, et en fait, ce qui est bien aussi, c'est qu'ils extraient qu'une fois par an. C'est-à-dire que c'est pas tous les jours des rotations de camions à plan fini, en fait, c'est assez dingue, mais en fait, ils extraient qu'une fois par an pendant un mois. Et du coup, après, c'est fini, ils touchent plus, quoi. Donc ça aussi, c'est une démarche qui est assez intéressante. Si je peux faire une question, est-ce qu'il est intéressant par rapport à la brillerie Ventaire qui fait des briques pleines? En fait, c'est des briques extrudées et donc en termes de consommation de matière, on en consomme beaucoup moins. Donc je trouve que on s'attache maintenant aussi à aller visiter des plus gros fabricants. Ça permet de dédiaboliser un peu le côté industriel et il y a quand même des choses vraiment intéressantes. C'est faux. Wienerberger était à Arnhem aussi, il avait une longue carrière, ça tourne toujours là-bas. Oui, oui. Siège d'ailleurs. Et à Arnhem, ils ne produisent pas les briques alvéolaires, ils fabriquent. Qu'est-ce qu'ils fabriquent à Arnhem? Ils nous avaient dit ça. Oui, il l'avait dit. Mais je crois que c'est. Oui, avec ton tuile. Les tuiles, hein, je crois. C'est ça. Mais oui, ça fonctionne aussi et la carrière aussi. Enfin, les sites d'exploitation sont très proches aussi. Donc ils ont plusieurs gros sites dans la place. C'est ça. De toute façon, ils nous ont expliqué que la brique, finalement, vu que c'est un produit assez bas de gamme, et pas très cher à vendre, il n'y a aucun intérêt à la transporter sur 1000 km. Donc s'ils doivent faire une briqueterie, ils trouveront une ressource proche pour développer leur business localement. Donc si on va dans le sud de la France, jamais une brique de Betchdorf ira dans le sud de la France, ça n'a aucun intérêt économique.
Parce que le coût du transport va représenter quasiment le coût de la brique. Donc c'est des produits assez lourds à transporter. Donc finalement, ils cherchent comme ça des sites locaux en fait, pour développer leur activité. Donc ça, c'est la machine à extruder, la poêle au C'est un terre. peu. Là, on voit un peu. Les briques juste séchées, justement. Voilà. Comme je vous le disais avant, on s'intéressait aussi pas mal à la ressource fibre. Et du coup, par hasard, bref, j'ai rencontré un agriculteur qui est aussi viticulteur à côté de ça, et qui fait du bio depuis longtemps et qui a décidé de se mettre à développer un maximum de chambres. Et du coup, j'étais allé l'aider pour moissonner et tout, et on avait fait une visite chez lui, on en a un peu parlé. Et du coup, ça fait 2 ans qu'il faisait du chanvre. Et du coup, il est à Bourgheim, c'est près d'Aubernais. Et puis c'est une personne qui se disait qu'est-ce que je vais faire de mon chanvre maintenant, et il le vendait à Chambrel, à Chambril là, pour faire des huiles. Et en fait, il se rendait compte qu'il avait plein de paille, il ne savait pas quoi en faire. Il avait plein de paille. Il ne pouvait pas tout laisser non plus sur les champs. Du coup, on avait fait des tests ensemble de faire des bottes de paille avec du chanvre. Lui, en amont, il avait aussi essayé du coup d'envoyer à une chambrière la plus proche, de se regrouper avec tous les gens qui produisaient du chanvre à l'échelle du territoire alsacien, et il l'avait envoyé dans la chambrière la plus proche en Bourgogne, là, je crois. Et en fait, en termes de coût de transport et autres, ça leur coûtait vraiment trop cher, donc en fait, c'était pas viable. Donc ils l'ont fait une année, mais ils ne vont pas le refaire. Donc aujourd'hui, il avait un besoin en fait de se dire qu'est-ce que je peux faire avec ma chèvre-note, mes tiges de chanvre et tout. Parce que voilà, forcément les usines d'une chambrière ça coûte des millions. Donc, du coup, c'est pas encore demain qu'il y en aura une ici, peut-être un jour. Si ça se développe encore plus, peut-être on verra. Mais en tout cas, ça commence à pousser sur le chanvre, mais voilà, c'est pas encore ça. Donc pour l'instant, ce que je développe avec lui, c'est plutôt des bottes de paille pour l'instant qu'on utilise dans la construction. Que j'ai utilisé un petit peu là, mais du coup on a fait des tests à la compression, on a fait des tests à l'hygrométrie, et on est sur les mêmes typologies qu'on peut avoir sur une paille de blé ou une paille d'orge. La tige est un peu plus résistante, mais au final ça ne change pas les résistances. Et même ça sèche aussi vite. Et du coup, en termes d'usage, c'est pareil, le poids est quasiment similaire aussi. Donc en fait, c'est quelque chose qui pourrait aussi un petit peu, au moins dans un temps court peut-être, ou à un moyen terme, être utilisé dans les projets. Elle est tubulaire, la chèvre-note n'est pas tubulaire, il n'y a pas moins d'air dans une paille de... En tout cas, en termes de résistance thermique, on obtenait les mêmes résultats que sur une paille d'orge. Ouais, on a obtenu le même nom parce qu'on a fait des tests, ouais. Ouais. Après, ça dépend du sens de pose de la botte aussi. Ouais, il y a plein de profils, ouais. Et puis la compression aussi, peut-être de la botte, je sais pas, il y a plein de paramètres, mais en tout cas, on a fait des tests sur différentes bottes. On avait fait un petit local, on avait fermé, en fait on avait fait un local chauffé, c'était dehors, il faisait froid, et du coup on a mis en route, et puis on a mis le détecteur, le capteur, pendant une nuit, et puis au final on obtenait un lambda qui était autour de la paille, quoi. Voilà. Après c'est la paille de blé, quoi. Actuellement la paille de chanvre en botte n'est pas considérée comme non, pas du tout. Exploitable par les règles professionnelles. Dans les règles pro, elle n'est pas dedans. Il y a juste la paille de blé aujourd'hui qui est dans les règles pro. Donc même la paille d'orge n'est pas dans les règles pro, donc c'est vrai que c'est compliqué. Mais au bout d'un moment, c'est des qui voilà. restent encore expérimentaux. Voilà. C'est toujours pareil. Il y a une autre chose qui se passe actuellement, c'est que la SDA, la région, l'UMS, il y a plusieurs d'autres sont en train d'avoir une vraie démarche à plus avoir du chanvre en Alsace en fait. Vu qu'on a les sols super pollués, les sols de la date, super pollués, la SDA souhaite qu'on plante le chanvre et la région de toute façon soutient les matériaux sourcés, et ça fait qu'il y a toute une démarche qui est en train de se lancer, mais c'est malheureusement tout au début, vous n'êtes pas tout de suite, mais ça, je pense que ça va venir, vu que tout le monde est engagé, motivé. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, quand il avait fait la récolte, il y avait un mec du SDA qui était là pour justement il finançait une partie, il leur donnait une subvention justement. Bref. Hop. Et en plus c'est quand même bien plus beau que le maïs, quoi. C'est pas le bon champ. Et en plus c'est quand même bien plus beau que le maïs. Ça je dirais. Ça consomme moins d'eau, non? Oui, il n'y a pas besoin d'eau, Pas besoin d'eau pendant l'entrant. Pas d'entrant et pas d'eau. Donc c'est ultra simple
à produire. Et après, il y en a des différents types suivant ce qu'on veut exploiter. En fait, il y en a qui ont plus de graines que d'autres, suivant ce qu'on veut en faire. Là, pour le coup, il y en a qui montent jusqu'à plus de 3 mètres, d'autres qui sont plutôt à 2 mètres, mais qui ont plus de graines. En fait, ça dépend. Là, aujourd'hui, lui, il l'utilise pour la graine, puisque c'est ce qui valorise le plus pour le vent, pour faire des huiles. Et les premières années, il a fait plutôt des tiges pour faire de la paille. Donc voilà, ça dépend en fait. Mais dans les deux cas, il n'y a pas besoin de... Et donc on a essayé avec cette petite botte là qu'on voit ici, là, de faire les bottes et de différentes tailles. Et en fait, franchement, ça marche bien, alors que c'est une botteleuse vraiment ultra simple, quoi. On arrive au bois. Juste un petit mot sur le bois. Du coup, on a réussi à faire venir Monsieur Friedrich, l'ancienne scierie Friedrich à Rosheim. On va pas trop forcer ça. Et du coup, qui est venu en train sur Rosheim, qui a arrêté en 2015, je crois. C'est bien ça? Sur la première transformation. Ouais, première transformation en 2015. J'ai gardé la seconde transformation. Et puis qui est venu un peu pour un peu étayer le débat ce soir, pour lequel on va un petit peu parler de la filière bois en détail. Et du coup, là, je vous présente juste rapidement un petit peu juste les quelques fiches qu'on avait faites sur ce sujet-là. On avait visité, du coup, on avait fait une journée, on avait visité donc chez Chaîne Concept. Je veux dire un mot sur Chaîne Concept. Donc ils sont installés vers Elfig, donc c'est tout un processus finalement de création de bois abouté. Donc ils récupèrent des grumes entières de chêne et ils façonnent des tasseaux, ils purgent les éléments, les nœuds surtout, enfin ils enlèvent les éléments faibles et en fait tout ça est ensuite abouté pour pouvoir produire des tasseaux, des bardages, des lames. Voilà, boutage, ouais. Donc on voit les systèmes donc, de fentes là, qui sont faits et de collage. Et l'intérêt, ça permet de produire des bois de grande dimension. Ils travaillent essentiellement le chêne, mais ils travaillent aussi des bois complètement purgés de leurs éléments qui seraient défavorables, ultra qualitatifs, voilà. Et du coup purgés de tout nœud, quoi. C'est ça. Donc ils font beaucoup de platelage bois. Des plattelages de grands passages souvent, très épais pour des ouvrages d'art. Ils font du mobilier aussi. Ils sortent aussi des plateaux entiers pour fabriquer des tables. Pour les feuillus, et puis en résineux, ce sera des plaques structures. C'est ça. Bon, du coup, ils ont développé une gamme mobilier aussi. Une gamme mobilier qui s'appelle les raconteurs. Ouais. Et le dernier, c'est Partenaire Bois. Je vous citais avant, du coup, c'est celui qui travaille aussi pas mal avec Weber. Donc il ne fait pas beaucoup de scie, un tout petit peu, mais pas beaucoup. Mais c'est surtout première transformation. Et il fait aussi tout ce qui est du séchage et puis le traitement du bois. C'est vraiment son autoclave. Ouais. Du coup, on le voit à la photo qui est là. On voit là, c'est les cuves du coup pour le séchage. Donc ça c'est le séchage en cuve et puis après derrière le bâtiment c'est le séchage naturel. Et ça c'est du coup pour faire le traitement du bois. Donc c'était vachement intéressant aussi. Ça c'est que moi personnellement j'avais jamais vu comment on traitait le bois. On s'en faisait toujours, on se disait oh là là le bois est traité, mais en même temps si on veut utiliser du résineux chez nous et qu'on veut le mettre à l'extérieur, on n'a pas trop le choix. Du coup c'était vraiment intéressant de voir comment ils fabriquent, enfin comment ça se passe en fait ce process. Finalement c'est bien moins grave que ce qu'on pense. Du coup il y a un peu plus il y a du cuivre en fait. Le cuivre c'est la couleur verte que vous avez en fait quand des fois vous voyez des bois qui arrivent sur les chantiers. Le vert de base en fait c'est le cuivre. Du coup il y a 2% de cuivre, entre 2 et 3% de cuivre je crois dans les mélanges. Et le reste c'est de l'eau. Qui est en circuit fermé, donc du coup il n'y a pas, on jette pas, et à chaque fois c'est réalimenté en cuivre. Et après pour avoir les couleurs que vous avez des fois brunes ou autres, ou grises, ils rajoutent juste des pigments en fait. Du coup c'était vraiment bien de voir un peu comment ça fonctionne. Je crois que c'est le seul en Alsace pour avoir la réglementation parce que c'est assez... Après c'est des sites classés, donc c'est... Ouais c'est des sites classés, mais du coup, En tout cas c'était vraiment intéressant pour les novices comme nous. Ils ont des agréments pour plusieurs années, mais ils doivent renouveler. Beaucoup d'administratifs, c'est ça. Au niveau de traitement, il y a le niveau de trempage. Donc, trempage pour la charpente, c'est la classe d'emploi 2. Ouais. Là, on est sur des classes d'emploi supérieures. 3 et 4, ouais. Voilà. Ouais, c'est ça. Et après, on peut avoir le thermique. Ouais, c'est ça. Il fait aussi du thermique aussi, oui. Le thermique, c'est un autre coup.
la réglementation a évolué parce que dans les années 90 et encore 2000, il y a eu des excès, enfin, il y avait du cadmium, du chrome, il y avait des déchets industriels. À un moment, la filière d'autoclave, c'était une vraie saloperie. Donc, non, mais je veux dire, c'est un peu comme l'arsenic, mais voilà. Maintenant, il n'y a plus d'amiante dans le fibrociment. Non, mais c'est juste pour dire que ça peut retomber quand on veut, c'est-à-dire que s'il n'y a pas un label, un truc, un suivi, il y aura toujours des paltoquets qui remettront n'importe quoi dans l'autoclave. Il faut se méfier quand même de ces produits. Après, les produits, on ne peut pas s'approvisionner facilement en produits non plus. Hein. Je veux dire, l'industrie chimie, bon, elle est assez concentrée, donc vous achetez pas, il n'y a pas 50 fournisseurs pour acheter des produits. Donc oui, mais vous avez raison. Le ventre de la bête est toujours fécond. Ouais, mais bon, on a fait des progrès, vous l'avez dit, à juste titre. C'est quand même mieux contrôlé que il y a 20, 30 ans, 30, 40 ans, on va dire. Le temps passe. Mais c'est un peu l'objet aussi de ces visites et des échanges qu'on peut avoir aujourd'hui. C'est l'autoclave, en effet, on avait des préjugés, on va dire, et en effet, il y a peut-être, c'est juste un procédé. Après, on peut l'utiliser avec des mauvais produits, avec des produits qui sont beaucoup plus neutres ou avec moins de conséquences sur l'environnement. Et du coup, on peut démystifier certaines choses aussi par ce biais-là. Ça n'empêche pas de rester vigilant des produits qu'on approvisionne et de connaître justement leur source de production, enfin, du lieu de production. Ouais, c'est sûr, on peut dire on va utiliser que du Douglas ou que du Mélèze, mais ce serait pas forcément une bonne solution, à peut-être en parler ce soir. Après, ça rejoint aussi la question de la ressource locale, parce que... Tout est dans la nuance. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas de disponibilité, il n'y a pas de recette miracle. Donc voilà, la conférence n'a pas le but d'être plus longue que cette présentation qu'on a faite. On est là pour échanger. Monsieur Friedrich a beaucoup de choses à nous apprendre aussi. Ça, je ne sais pas, mais on a sûrement des choses à échanger. On va lui laisser aussi prendre la parole. Venez, Monsieur Friedrich. Oui. Oui, sur l'aspect transport, vous avez... Je peux vous asseoir. Oui, essayez. Vous avez pu entendre que, en fait, il y a un point commun entre les filières, c'est que le transport, les produits n'ont pas assez de valeur ajoutée pour supporter beaucoup de transport. C'est vrai jusqu'à un certain degré de technicité du produit. Donc dans le bois, puisque là on va être maintenant sur l'aspect plutôt bois, quand on a commencé à vouloir prescrire le bois un petit peu plus largement et qu'on a voulu que ça passe dans des bureaux d'études, parce qu'avant on était sur des maîtres charpentiers et ces maîtres charpentiers c'était le savoir-faire, hein, c'était la pratique. Et quand dans les années, à partir du milieu des années 90, on a voulu que le bois se développe en France, on a ramené la notion de caractéristiques mécaniques. Donc le scieur a dû rentrer dans des process de caractérisation mécanique de son bois. Avant c'était empirique, c'était des sections, le maître charpentier il avait ça dans le sang, ça se pose jamais de problème, il commandait son bois, ses sections, il venait à la scierie, il regardait, c'est bon, tu as bien travaillé, j'emmène mon bois, et puis salut. Mais dès qu'on est passé sur des méthodes pour alimenter des bureaux d'études, on dit, ben voilà, le bureau d'études, il sait travailler sur des caractéristiques mécaniques, la ferraille, le béton, tout ça. Ben, si vous voulez qu'on emploie plus de bois, il faut caractériser le bois. Et donc là, on est rentré dans des schémas de bois plus techniques. Collage, purge, collage, etc. Et là, le morceau de bois va coûter plus cher, plus de valeur ajoutée, et du coup, vous ouvrez la porte à des déplacements, trajets, et donc en France, on n'avait pas ces usines, donc c'était l'Autriche, c'était l'Allemagne, enfin c'est toujours encore, hein. Et voilà. Donc ça, c'était pour l'aspect, on va dire, si vous prescrivez des matériaux relativement simples, il y a plus de chances qui viennent de la proximité. Ou les sections, ou voilà. Donc il faut essayer de rester le plus simple possible. Alors, vous m'avez mis... Oui, donc une présentation de la forêt. Qu'est-ce qui était intéressant à voir sur cette infographie qui est récente, elle date de 2020.
Déjà en surface forestière, alors je ne sais pas si vous voyez là-dedans. Si on le voit là-bas, on peut peut-être régler un peu le vidéoprojecteur. Tu vois pas? Non, parce qu'il a. Ou alors c'est mes lunettes qui sont plus tout à fait adaptées, mais je sais pas, vous voyez flou ou net? Oui, il y a le pointeur, si je crois qu'on peut peut-être ça. Si vous voulez. Si vous restez sur le précédent. Ouais, okay. En fait, la France, c'est le 4e pays en Europe, point de surface, mais il faut remarquer qu'on a la Guyane qui fait à elle seule 8 millions d'hectares. Sur un total de, c'est dans la partie là-bas, vous avez dans les départements d'outre-mer, donc vous avez 17 millions d'hectares, et dans les... Ouais. Voilà, donc... C'est ici. Voilà, c'est ici. Des petits chiffres qu'on ne lit pas très bien. Donc on a un pays scandinave qui doit être la Suède devant, je ne sais pas si c'est là, il y a l'Espagne. Alors ça, on n'a pas forcément toujours en tête. Alors ça, il faut faire attention à ce qu'ils nous mettent comme chiffre. Ça, c'est des surfaces totales en millions d'hectares, des surfaces de forêt. Après aussi, pareil, on va être doué dans la nuance. Qu'est-ce que c'est une forêt? Qu'est-ce que c'est une forêt pour vous? À partir de quand, pour vous, on appelle une surface boisée une forêt? C'est un peu sauvage quand même. Il y a des trucs qui pourrissent. Il y a des trucs qui ne sont pas très hauts, qui sont classés en forêt. Hein. Donc les chiffres, il faut les prendre toujours comme d'habitude, hein, avec un peu de recul. Donc on ne va pas trop s'attarder, on va dire, sur ces histoires de surface, parce que c'est ce qu'on entend, hein, la France, un grand pays forestier, pourquoi on n'arrive pas à produire plus de bois, utiliser plus de bois? Alors oui, déjà la France, on est un pays où on a quand même des régions avec une géographie, des climats assez différents. Hein. On n'est pas un pays où le climat est relativement homogène sur l'ensemble de la forêt. Donc en France, on a quand même des massifs. On a les Landes, bon, ça a été, c'est de la forêt de culture sur des zones humides. On a le massif central, on va dire, qui là par contre est un vrai massif forestier. On a sur les Vosges. Et puis ça fait que la ressource n'est pas du tout la même. Hein. Un peu plus de feuillus, un peu plus de résineux, un peu plus haut, un peu plus bas. Enfin voilà. Alors que vous allez en Allemagne ou dans les pays scandinaves, c'est quand même beaucoup plus homogène. C'est aussi dû à l'histoire. Parce que pour le cas de l'Allemagne en particulier, en dommages de guerre, on a prélevé beaucoup de bois en Allemagne. Donc après les conflits mondiaux, ils ont replanté. Donc ils ont organisé ça de manière agricole. Mais ça a servi leur industrie, puisque c'était organisé pour des récoltes faciles, pour 50 ans de croissance, et puis on envoie ça à l'industrie. Les pays scandinaves, ben, c'est pareil, ils ont des étendues de forêt qu'ils récoltent et qu'ils replantent comme l'agriculture chez nous, hein, comme un champ de blé ou autre chose. Après, il y a aussi le tissu industriel. En France, c'était surtout un tissu qui desservait un marché très, très local. Donc, c'est très fragmenté. En forêt, on a le sylviculteur déjà. Le sylviculteur, et après la sylviculture, il faut couper le bois, débarder le bois, transporter le bois. On arrive à la scierie, première transformation. On arrive à la charpenterie, menuiserie, seconde transformation. Après, on peut encore là transformer, mais vous voyez, il y a énormément d'intervenants. Une forêt dans le nord de l'Europe, c'est des papetiers généralement qui avaient les forêts, ou qui ont encore les forêts. Là, on est sur des papetiers qui sont propriétaires forestiers. Leur objectif, c'est de faire du papier avant tout. Et ben, il faut faire du papier, il faut scier du bois. Et donc ici des bois, mais ici beaucoup plus standard. Et donc ils ont des volumes, ils ont des coûts de production moindres. Et ils imposent les standards.
Et ils exportent et ainsi de suite. En France, historiquement, et jusqu'à pas si longtemps, je vous le disais, des maîtres charpentiers essentiellement, alors pour chez nous en Alsace, hein, dans d'autres régions de France où on est en fermette, où on est sur des sections plus standards, on aura plus des réseaux alimentés par la scierie industrielle, mais chez nous, c'était des scieries de bois, on appelait ça traditionnel, et de ce fait-là, je veux dire, on n'a pas le même tissu économique et on n'est pas sur les mêmes coûts de transformation, on n'est pas sur les mêmes problématiques bois. Vous avez peut-être des questions, parce que sinon je vais aller très loin, il y aura déjà... Ouais, on suit les slides. Vous avez des questions peut-être? Non? Vous pensez que ce sera amené à évoluer comment en France? Cette production, c'est un mode industriel ou va rester... La volonté politique depuis le président Sarkozy, c'est d'industrialiser, parce qu'ils n'arrivent pas... Enfin, ils voudraient une scierie française, compte tenu de la surface, des ressources disponibles, mais là encore, je dirais, je ne suis pas persuadé que l'inventaire soit fait, on va dire, d'une manière très cohérente, mais ils voudraient qu'on produise plus. Donc ils poussent la scierie industrielle. C'est pour ça qu'il y a eu de très gros investissements dans des scieries, même en Alsace, pour pousser à arriver à un niveau de scierie industrielle allemande, mais on n'y arrivera pas, je veux dire, parce que la ressource, oui. Je veux dire, oui, même rien que géographiquement parlant, on a des et tout, c'est pour... Ouais. Et c'est juste, on a des dénivelés, des altitudes, donc des arbres plus ou moins coniques. Donc on a, après la ressource, en fait, c'est très hétérogène. Le bois, c'est vraiment tout sauf quelque chose d'homogène. Donc, en tout cas, chez nous. Donc si j'achète, par exemple, une grume, un tronc d'arbre qui vient d'une parcelle dans les Vosges, ce ne sera pas la même chose que si je l'achète au fond de la vallée de la Bruche. C'est plus humide, c'est plus haut, il y a de la roche, etc. Si c'est exposé au vent, les arbres poussent moins, ils sont plus coniques. Conique, ça veut dire moins de rendement matière. Si je suis dans des zones où la sylviculture n'a pas été faite correctement dans le but justement d'utiliser le bois après de l'employer, on va dire, en charpente, si on ne fait pas les travaux de sylvicole nécessaires, on a des nœuds, des branches en fait. Des branches, donc des nœuds. Donc en scierie, on récupère du bois qui peut être très hétérogène avec des nœuds qui ne vont pas permettre d'atteindre des résistances mécaniques souhaitées. Enfin voilà, c'est un métier plus complexe qui n'y paraît. Donc, peut-être des questions? Oui, je voulais vous poser la question des sols. Il y a un problème là, non? Souvent, c'est effectivement la sylviculture. La plantation industrielle pose la question de l'appauvrissement du sol, de la manière dont on les traite. Non? Ça, c'est une question que vous posez. Mon avis, c'est effectivement, il y a des sols qui correspondent mieux à certaines essences que d'autres. Après, on a aussi la question qui se pose de la rotation, de la production. Donc on peut dire, je préfère une rotation à 50 ans ou 60 ans, même si ça va épuiser un peu plus le sol. Enfin, ça c'est la question de l'agriculture en général. Hein. Ça reste très... C'est juste ce que vous dites, hein. Ça reste très... à l'appréciation de la perte. On a organisé une journée l'année dernière dans le GIA sur le bois. On a visité la forêt de Haguenau, par exemple, qui est une grande forêt, à la fois gérée par l'ONF et par des privés. En fait, généralement, c'est l'un ou l'autre. Ouais, là-bas, c'est une forêt divise. La question qui se posait aussi, c'est qu'on aimerait bien, par exemple, que les charpentiers, les architectes utilisent le bois local, mais c'était très compliqué parce qu'ils trouvaient qu'effectivement, il y avait des habitudes qui n'étaient absolument pas celle de l'exploitation locale. Et là, j'ai l'impression qu'il y a un problème aussi. Non? Donc c'est un sol sablonneux, déjà sur le nord d'Haguenau. Donc c'est des pins, parce que les pins se sentent bien dans un sol sablonneux. Maintenant, si c'est des pins qui ont été plantés et qu'après on a dit, bon, on attend, hein, on verra, hein, ils développent des branches. S'ils développent des branches, ils récupèrent des nœuds.
Après, on va dire, le charpentier, il veut pas du bois avec des nœuds. Voilà. Donc après, ou on purge et on va sur des bois collés, bois aboutés, bois lamellés. Mais si on purge, les rendements matière chutent mais d'une manière exponentielle, parce qu'en fait, un scieur achète 1 mètre cube de grume. Combien pensez-vous qu'il arrive à valoriser ce mètre cube de grume en volume de produit principal? Ouais. Voilà. 50%. Après, c'est sûr, il y a des connexes. La sciure, il y a les doses qui sont broyées en plaquettes. Mais je veux dire, le scieur achète 100 € un mètre cube de bois, son demi-mètre cube de charpente lui coûte déjà 200, alors qu'il n'a pas encore un trait de scie dessus. Et il n'a pas payé le transport. Donc, c'est vrai que les bois techniques, on met de la valeur ajoutée, on arrive à se refaire une marge dessus, mais quand vous commencez à être dans les bois techniques, vous êtes en concurrence, comme je l'ai dit avant, avec d'autres qui ont 20 ans d'avance. Il faudra bien développer la filière, parce qu'on fait des bâtiments de grande hauteur maintenant en bois massif, qui sont des énergies grises, mais c'est quand même mieux que le béton, a priori, globalement, sur l'impact écologique. Le temps que tout le monde soit frugal, le temps qu'on arrête de construire d'énormes trucs Amazon pour acheter tout ce qu'on achète comme conneries sur le téléphone, il faut construire moins, mais ça prend moins de temps, parce que c'est aussi une révolution philosophique. En attendant, il faut bien, si on veut remplacer par du biosourcé les produits qui sont à plus fort impact écologique, comme le béton, que j'aime beaucoup, mais bon, des trucs chimiques, l'aluminium, le métal, il faut bien développer les filières. On ne peut pas rester, justement, malheureusement, au bûcheron empirique. Pourquoi il y a plein de volonté politique pour fabriquer, pour le chanvre? C'est vite vu, le chanvre. Il faut fabriquer, il y en a plein dans Lyon et partout, il y a une filière chanvre énorme. Parce qu'il y a une usine qui va acheter les produits. Tant qu'on n'a pas une usine en Alsace, on ne pourra pas développer la filière chanvre. Tant qu'il n'y a pas beaucoup de fric sur la table, tout le fric qui va dans le nucléaire, qui va dans tout un tas de liquidités, la FNSEA, parce que c'est quand même la FNSEA aussi qui est derrière, j'accélère un peu le débat là, parce que c'est quand même aussi, il y a tout un paysage politique, des volontés politiques, on parlait de Sarkozy, etc. Après, il faut mettre l'argent sur la table pour développer des filières, il faut faire il faut qu'il y ait des ingénieurs formés pour ça, et pas que pour faire des Formule 1, des bagnoles et tout ça. Et donc, à partir du moment où il y a une volonté politique, on peut être ambitieux. Enfin, je ne vous engueule pas, mais parce que... Non, mais moi, je prends pas sur moi, je suis ni Sarkozy, ni... On ne va pas pouvoir concurrencer les Allemands, les Autrichiens, non, mais, alors, je vous pose la question, est-ce que la solution, c'est d'essayer de concurrencer l'industrie, on va dire, du bois collé aujourd'hui? C'est pas concurrencer, c'est que le bois massif a des avantages, puisqu'on peut, pour faire de la ville dense, si on veut des trames vertes avec du maraîchage, des rats partagés et tout ça, il faut faire des immeubles de plus grande hauteur. Si on veut les faire de manière vertueuse, on ne peut pas les faire en béton et en métal, puisque ce sont des ressources. Le métal a fait x4 sur certains chantiers, moi vous avez remarqué les prix là, de l'UPN soudé là, etc. Donc en plus c'est des ressources qui ne sont pas renouvelables, donc ils sont de toute façon à long terme il faut condamner, on ne peut pas continuer à s'en servir. Donc de toute façon il faut développer des filières industrielles pour les biosourcés. Oui, mais il faut peut-être changer. Faut peut-être. C'est comme c'était pas possible. Non, c'est pas que c'est pas possible, c'est que c'est une voie à condition de mettre le pognon dessus, on va dire. Mais est-ce que emprunter la même voie que les autres pour, on va dire, tirer la bourre pour au final, est-ce que c'est la solution? Ou alors il faut être créatif et retrouver des principes de construction. Qui te permet d'utiliser du massif et pas Moi j'ai une question qui est plus sur la charpente. Parce que en fait, je me rends compte aujourd'hui, et j'en ai fait quelques-unes des charpentes, elles sont pleines de clous. Et donc du coup, on ne pourra plus rien en faire. Alors que je vois plein de charpentes où les bois, en fait, je vois qu'ils sont vraisemblablement à leur deuxième charpente, peut-être leur troisième, parce que c'était des aboutages, il y avait des tenons, des mortaises, et puis une cheville. Des mortaises, etc. Et en Alsace, il y a quand même des bons charpentiers. On a quelques maisons bien représentatives du truc. Et justement, par rapport à cette question, on parlait de l'ingénierie du bois, enfin de ces sujets-là. Moi, je parle aussi du réusage du bois, parce qu'une poutre de 6 mètres, a priori, ça se démonte, ça se replace, ça se réussit. Et est-ce qu'il y a une... je sais pas,
voilà, il y a des gens de l'INSA, des ingénieries, je sais pas, mais le savoir-faire de pourquoi est-ce qu'on a perdu, enfin, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui il y a des commandes numériques pour découper à peu près tout ce qu'on veut n'importe où. Donc pourquoi est-ce qu'on a perdu en fait cette capacité à faire des pièces de bois qui s'enclenchent, enfin, c'est quoi ça? À quoi j'arrive à comprendre l'argent, le temps, etc. Mais le savoir-faire aussi, quoi. Ben, le savoir-faire, je vous dis, moi j'ai bien connu l'époque des maîtres charpentiers. Hein. Moi, c'est tout mon. Alors, brièvement, je suis petit-fils de charron, pour le moins, petit-fils de scieur, fils de scieur et scieur. J'ai été formé à l'électronique, à l'informatique industrielle parce que c'était quelque chose qui m'intéressait. Je suis revenu à la scierie après. Et donc, j'ai connu ces maîtres charpentiers. Et ils ont été mis de côté à partir du moment où on a voulu caractériser les morceaux de bois. On a dit, bon, ben non, toi, le maître charpentier, ton savoir-faire, on n'en a que faire. Nous, il nous faut des bureaux d'études pour développer le bois, donc il nous faut un bois C18, C24, enfin des choses normalement qui doivent parler à peu près à certains d'entre vous, hein, ou D dans les feuilles. Donc comme tu dis Jean-Mathieu, à un moment donné, il faudra toujours rester peut-être sur ces créneaux-là, mais ici, on est plutôt en train de parler de quelque chose d'autre. Il faut essayer de créer ou de recréer, parce que souvent, quand on crée, on retrouve ce qu'on a oublié. C'est ça. Le bois de charbon, c'est une ressource locale. Hein. Le nombre de maisons qu'on pourrait démonter pour en construire, il y a un paquet. Et elle passe en déchet panneau. Ouais, mais. Je reviens de Steve et on a fait un sujet, un projet de d'étude justement sur le remploi du bois. Et la grande problématique, en fait, c'est de caractériser les bois. C'est bien, c'est en fait, aujourd'hui, on n'a pas de normes. Personne ne peut l'utiliser, c'est risqué. S'ils prennent le risque de. Oui, bah justement, le risque, c'est quoi? Enfin, ou disons, c'est pourquoi les gens aujourd'hui ont l'impression de prendre un risque alors que nos parents, nos grands-parents, ben voilà, ils assumaient en quelque sorte le risque, ils le maîtrisaient même. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui ferait qu'on ne maîtrise pas le risque? En dehors de quoi? En dehors des règlements? En dehors des... C'est l'assurance, c'est la surabilité. C'est l'assurabilité de la structure qui rend aussi difficile. On a fait plusieurs conférences sur la thématique, c'est toujours le même problème. On se froisse là-dessus. Par contre, il y a des solutions. Il y avait un bureau d'études qui a bien dit il y a un certain et on y arrive. Mais c'est laborieux, métal ou d'autres choses. Parce que quand vous dites bien, le bois n'est pas pareil. Non, le bois n'est pas pareil. Nous, on n'est pas pareil non plus les uns les autres. Le bois n'est pas pareil. Quand même, en bois, ce serait le bois, on les utiliserait sans aucun problème. Qu'est-ce qu'on a comme dire ici? Là, c'est des volumes de récolte. Est-ce qu'il y a des questions par rapport aux essences peut-être? Vous avez peut-être des questions? Pourquoi il y a si peu de feuillus? Alors que finalement la forêt française est composée à plus de 60% de feuillus, ce que j'ai vu avant, et là du coup on se retrouve avec un bois en feuillus à 5 millions de mètres cubes alors que le résineux on est à 16. Feuillus ça pousse moins vite, c'est lourd. Même le hêtre et des choses comme ça parce que le chêne oui, mais est-ce que les bois comme le hêtre le hêtre c'est vraiment bien c'est à l'intérieur. On a fait sur les Vosges du Nord, là on a donc fait une expérience en hêtre. Le hêtre ne supporte pas du tout l'extérieur. Donc le hêtre est nerveux, c'est un bois nerveux. Est-ce que la notion de nerveux, ça vous parle? Voilà, hein, c'est des bois. Je suis scieur, j'ai l'impression que j'ai bien scié le truc, et puis le charpentier il vient et dit qu'est-ce que tu m'as fait là? Moi j'ai récupéré une hélice d'avion là. Voilà. Donc le hêtre, bon, on peut chauffer, etc., mais c'est de nouveau de l'énergie dépensée. Travailler en courson, là on est sur des principes constructifs à développer sûrement, hein. On avait essayé de ramener à des longueurs avec la bouteille, ouais. Ça n'a pas été une franche réussite,
Ça a été une bonne expérience, sûrement, là. Le Preuchdorf, c'était un. Maintenant, il y a beaucoup de travail, justement, de purge, de manipulation, de séchage, de collage. Et on en revient alors, un résineux à côté, il vient tout cuit par camion d'Autriche, d'Allemagne, etc. Aux caractéristiques mécaniques souhaitées. Voilà, donc pourquoi on ne l'utilise pas mieux, va mieux le être. On l'utilise, on a quand même ciré Kestrich Steinbourg qui le valorise bien sur le secteur et en quantité pour des parquets. Le chêne, historiquement, c'est les mérins, la tonnellerie. Ça marche bien aussi encore aujourd'hui. Bon, mais le chêne, on est sur des niveaux de prix 3-4 fois du résineux à minima. On est sur des durées de croissance bien plus élevées. Donc sur des choses plus lourdes, manutention plus lourde, ce qui dit mécanisation plus lourde, et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on peut encore dire? Le Douglas. Alors le Douglas, personnellement, j'ai un fait pour le Douglas en résineux. Hein. Moi, je suis issu de sciure de résineux. Alors pourquoi on a des sciures de résineux et de feuillus? Parce que, encore une fois, c'est pas la même mécanisation, c'est pas les mêmes densités, c'est pas les mêmes poids, c'est pas les mêmes marchés. Donc les petites scieries peuvent faire feuillus résineux, mais dès qu'on commence à être dans des volumes un peu plus conséquents, il faut se spécialiser pour être compétitif. Douglas, donc c'est Sir Douglas qui nous a ramené ça un Écossais qui nous a ramené ça d'Amérique, de l'Ouest américain, nord-américain. C'est pas très vieux, hein. C'est début 19e, me semble. Et donc, le Douglas s'acclimate bien. Pousse bien, même très bien, assez vite. Quand je dis pousse bien, c'est on pousse assez vite. Il faut l'élaguer, hein, il faut le suivre pour pas qu'il développe des branches, donc pas des nœuds. Il est dans le duramen, classe d'emploi 3, sans traitement. Au sciage, quand il est frais, très agréable à scier. Parce que ça peut peut-être vous paraître bizarre, mais on aime bien, nous, avoir des choses agréables à scier. Hein. Il a une bonne odeur. Quand il sèche, il devient dur. Hein. Vous mettez difficilement un clou dedans sans percer. Donc le Douglas, je dirais, c'est sûr, c'est pas de l'indigène, mais si on veut quelque chose, on va dire, qui économiquement tienne la route, c'est pas mal. Pain sylvestre, pain maritime, bon, ça c'est plutôt de l'emballage. Hein. Ça développe beaucoup de nœuds, hein, c'est ce qu'on disait avant. Ouais, c'est des cagettes. Plutôt. Alors, il y a de très beaux pains aussi, hein, parce que longtemps, et jusque dans les début des années 90, les pains, on les sciait encore plus que les autres essences résineuses hors sève. Ça, c'est important aussi. On l'a aussi oublié, ça. La sève, en fait, elle va vous bleuir le bois. Souvent, vous pouvez voir un bois bleu. Ben, c'est parce que on l'a coupé en sève montante. Et donc, quand elle sèche, elle devient bleue. Alors, pour la menuiserie, c'est pas bon, puisque le menuisier il veut quelque chose d'homogène. En structure, j'ai vu récemment des bois lamellés bien bleus, quoi. Voilà, donc surtout aujourd'hui où on a besoin de produire, et on mettra des bois. Alors, couper hors sève, oui, ça c'était une notion que grand-père encore me parlait, enfin une notion, quelque chose dont il me parlait. N'achète pas les pains, si tu n'es pas hors sève, tu auras des problèmes derrière, et ça a aussi une répercussion sur la durabilité. Avec la sève, les bois pourrissent plus vite. Et souvent, pour nos ancêtres, le métier de scieur, c'était pas un métier pour l'année, hein, ils étaient agriculteurs à côté. Donc, ils allaient justement récolter, les bûcherons, tout ça, travailler plutôt en hiver en forêt. Et en été, ils étaient dans les champs. Et puis, scieur, lui, il recevait ce bois-là, il était au sève, il avait un petit peu ressuyé en forêt, et puis voilà, il sciait ça là.
quand il faisait chaud, hein, parce qu'en hiver, quand vous êtes devant une machine à scier, c'est pas forcément agréable. Hein. Voilà, donc le pain a aussi Aubier, Duramen différencié. J'étais parti sur ça avant au niveau du Douglas. Hein. C'est important ça. Duramen, c'est bien plus résistant que l'Aubier, dans toutes les essences. Ça, il faut le savoir quand vous mettez du bois en œuvre. Sauf que dans des résineux comme l'épicéa et le sapin, Aubier, Duramen, c'est quasiment non différencié. Et ça joue aussi pour le traitement. On traitera plus du pain en classe de risque 3, procédé par autoclave. Donc autoclave, c'est le procédé, hein, c'est vide pression. Après, les produits qu'on met dedans, on a eu le débat, l'arsenic, c'est parti. On a aujourd'hui, voilà, c'est toujours de la chimie. Mais Aubier différencié, ça s'imprègne bien. À condition, là aussi, et ça c'est assez énergivore, ressuyer les bois dans un premier temps, donc les ramener à 20-25% d'humidité, les mettre à l'autoclave, il va être gavé le produit, vous les récupérez et vous les resséchez derrière pour les stabiliser. Ressécher au four, non, enfin, avec l'énergie. Séchoir. Séchoir passif ou... Moi j'avais un séchoir sous vide par exemple, enfin je l'ai toujours, il est sur EPIC. Après ça dépend des volumes. Il y a des cellules sous vide pour des petits volumes. Mais un séchoir classique, ventilation forcée, ça va très bien. Ça peut aussi être du ressuyage à l'air libre. Mais bon, ça prend beaucoup plus de temps. Parce que là pareil, on nous demande des humidités de bois souvent incohérentes avec l'usage. Je me suis battu au niveau de la filière année 2000. Pourquoi les scieurs français ne sèchent pas? Pourquoi faut-il toujours faire venir les bois secs d'Allemagne, d'Autriche, de Finlande, etc. Parce que, encore une fois, on était sur un marché de quoi? De charpente sous toiture. Humidité d'emploi, combien d'après vous? Qu'est-ce que vous metteriez sous toiture sur une maison, voilà, un comble sous tuile, là, ou je ne sais pas comment on appellerait ça, sous toiture? Quelle humidité? Quelle est l'humidité, on va dire, moyenne pour vous, en Alsace? Ouais. Au long de l'année, on est à combien? Pas 70. Non. On est entre 20 et 25 et on descend jamais vraiment en dessous de 16. C'est-à-dire les bois que j'avais laissés longtemps dehors, souvent ils séchaient bien en février parce que le petit vent du nord, un petit peu, le temps qu'on a là, un petit vent du nord, là, ça sèche bien, mais vous descendez jamais en dessous de 16. Mais sur l'année, vous êtes à entre 20 et 25. Donc pourquoi aller sécher des bois à 12% pour les remettre sous le toit où ils vont reprendre forcément de la hygrométrie? Pourquoi? Donc, non, parce que ceux qui utilisaient des bois à 12%, c'était pour faire du bois lamellé, pour faire de la colle. Et la colle qu'on utilisait, c'était pas la polyuréthane à l'époque, c'était de la résorcine et autres. Et cela, ça ne supportait pas l'humidité. Donc on a dû... Lamellé, c'est vieux, hein. Lamellé, collé, ça a plus de 100 ans. Hein. Mais voilà, il fallait sécher pour que la colle fasse son boulot. Donc, toutes ces choses-là, je veux dire, il faut se battre constamment. Alors c'est sûr, il faut regarder le dossier, il faut les compétences, il faut se documenter, il faut faire ce que vous faites, vous, des visites, essayer de comprendre le pourquoi du comment. Et après, je dirais, il faut sortir un petit peu des sentiers battus quand même, parce que les sentiers battus, de toute façon, on les a tellement battus et rebattus et rebattus que moi, je ne vois toujours pas l'issue. Ce que je dis là, je l'ai déjà dit, ou mon père l'a déjà dit il y a 30 ans, enfin voilà, sur d'autres sujets comme là, la main-d'œuvre et tout ça. Ok. Des questions? Je me demandais juste l'explication du prix du chêne. Donc, le chêne, il lui faut
on va dire 2 fois plus de temps qu'un résineux pour pouvoir être exploité, pour pouvoir être utilisé. Donc les autres feuillus, par rapport aux autres feuillus, c'est ses propriétés, c'est à sa destination, il est sur des tonneaux, des produits à forte valeur ajoutée, sur le parquet. On en a beaucoup moins par rapport au hêtre, par exemple. Je pense qu'on avait les pourcentages de hêtre, les jeunes, je crois qu'on doit être au moins 2 ou 3 fois plus de hêtres dans la forêt française que de chênes. Après, pourquoi? Parce que sûrement ça acclimate moins bien aussi. C'est une question d'altitude, hein, hêtres, chênes. Après, c'est aussi une question de sylviculture. De nouveau, l'essence pionnière, c'est le boulot. C'est-à-dire que si vous laissez une parcelle sans rien y toucher, normalement, vous avez toujours au début du boulot. Alors ça, sur le couvert, et ce couvert-là, ça vous permet de mettre après du hêtre, et ainsi de suite. Donc le chêne, il est demandé parce qu'on a beaucoup consommé dans les tonneaux. Il y en a beaucoup moins que le hêtre, donc il va être beaucoup plus cher, et vraiment beaucoup plus cher, parce que le hêtre aujourd'hui, c'est vraiment un prix très bas, on va dire, c'est l'ordre de 50 € du mètre cube de bois rond, de grume, le hêtre, alors que le chêne, c'est 10 fois plus, quoi. C'est l'immobilisation du capital, en gros. Ouais. Parce que quand tu plantes, c'est ton petit-fils qui va récolter, donc ce soit ton fils, en fait. Ouais, en gros, c'est ça. Ouais, c'est ça aussi. Vous avez vu, il y a des grumes qui se sont fait braquer, il y a quelques mois, il y a je crois, des Espagnols, alors je dirais que les Espagnols, ils ont fait des commandos qui ont piqué des... Alors les Espagnols peut-être, mais c'est sûrement reparti en Asie, parce qu'à l'heure actuelle, on va dire, il y en a beaucoup qui partent. Ça continue, là, les braquages de forêt? Parce que c'était on en a toujours eu. Hein. Ça s'est jamais arrêté. Ça s'est accéléré. C'est comme votre... c'est comme le... Des commandos qui viennent piquer pour 2 millions. C'est comme les transporteurs qui se font siphonner les réservoirs, hein, quand le gasoil il est à 2,20 ou 2,30. La police. On est plus protégés, quoi. Forêt publique, forêt privée, c'est peut-être important qu'on en parle un peu. Oh non, franchement, moi, je voulais vous poser la question de la mixité des essences. Oui. C'est-à-dire que les forêts actuellement, quand vous parlez de... Parce que quand on va par exemple dans les Landes, on a beaucoup parlé des incendies, de ces monocultures de pins. Dans nos régions, comment est-ce qu'on fait concrètement? Est-ce qu'il y a une position claire? Il y a déjà des zones, on va dire, où on a décidé de ne plus faire grand-chose. C'est à minima les Natura 2000. Et après, je dirais, c'est un peu à l'appréciation des propriétaires. Sachant que la forêt française est à 75% de la forêt privée. Là, on doit avoir une idée. Ouais, c'est ça. Et donc, une forêt très morcelée, des petites parcelles. Avec beaucoup de propriétaires. Beaucoup de propriétaires. Alors qu'en Alsace-Moselle, on est à 75% de la forêt publique. Donc, c'est-à-dire commune, communale, État, domanial. Et les communales, domaniales, la forêt publique, c'est historiquement l'Office national des forêts qui gère, enseignement eau et forêt. Donc, en forêt publique, on a un interlocuteur, on a des plans de gestion. En forêt privée, ça existe aussi, mais il faut plus de travail de coopératives qui vont aller démarcher les propriétaires pour les amener à faire les bons plans. Et il faudrait passer par du remembrement parce que après il faut des chemins d'exploitation, il faut organiser un petit peu la forêt. Et quand on est dans des petites parcelles, pour aller à la parcelle de Pierre ou de Jacqueline, il faut passer par Paul. Un hélicoptère. Voilà, c'est super adapté. Voilà. Oui, donc ça c'est un problème. C'est un problème, oui, mais un problème insoluble presque. Hein. Ouais. Parce que vous voulez mettre des millions de personnes d'accord sur...
Par contre, là où on a de la forêt d'Antenant, on peut effectivement travailler sur, en forêt communale. On pourrait sûrement mieux faire, mais après les municipalités n'ont pas les compétences toujours. Donc on se dit, l'ONF s'en occupe, ça nous coûte un bras, mais bon, l'ONF s'en occupe, et l'ONF, c'est plus tout à fait non plus, on va dire ce que c'était avant. Ils n'ont plus l'expertise, même si dans les dias où ils nous marquent l'expertise de l'ONF, elle se va mal. Ils ont perdu des moyens. Il y a, moi qui dis Canard enchaîné, tous les 2 ans, il y a un truc sur l'ONF parce qu'il y a encore des gens virés, il y a des énarques, enfin il y en a des biens, des énarques, je pense qu'il y en a dans la salle, qui gèrent ça comme un CAC 40, et les résultats, comme l'hôpital, comme le reste. Ça, c'est l'État. Il n'y a plus de savoir-faire, il n'y a plus de personnes, et voilà. C'est le merdier, quoi. Voilà pourquoi l'ONF. On l'a à l'ONF, on l'a dans d'autres domaines. Ok, il faut faire avec. Oui, ils ont toujours été assez technocrates, mais moi je me souviens j'étais dans une proposition de du parc du Moginor où j'ai beaucoup appris sur le bois, les filières et tout. Et il y a des mecs de l'ONF qui venaient pleurer parce que les chasseurs ne tiraient pas le nombre de chevreuils, surtout dans les ongulés, qui mangeaient les petits. C'est vrai, la régénération. On veut développer de la forêt naturelle avec la biodiversité, et en fait, pour ça, il faut réguler malheureusement ces régulés. Et les gars de l'ONF étaient vraiment écologistes dans leurs attitudes, ça m'avait rassuré sur la posture de l'ONF qui était content, un truc genre